Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Milieux naturels et société. Approche géographique. Cette collection des éditions de l'Harmattan consacrée aux interactions entre les milieux naturels et les sociétés entend privilégier les approches géographiques de ces phénomènes. Des vallées montagnardes aux espaces littoraux, des zones urbaines aux grandes plaines alluviales, des forêts tropicales aux régions volcaniques, les milieux les plus divers sont concernés dès lors qu'ils ont à supporter une emprise humaine. Il s'agit de comprendre comment l'homme agit sur son environnement en modifiant volontairement ou non la dynamique naturelle des espaces qu'il occupe, et de montrer comment ces impacts s'opèrent et se répercutent à différentes échelles spatiales. Destinée à un public de chercheurs, universitaires et étudiants, la collection est ouverte à tout ouvrage, manuel, thèse, HDR, synthèse de colloques ou de programmes de recherche répondant à cette thématique. P. Durand et L. Goldner Janella. Ouvrage de la même collection. CAZESDUVAT Virginie, PASKOFF Roland, 2004, Les littoraux des Mascareignes entre nature et aménagement, l'Harmattan COE accent aigu D. Université de La Réunion. Durand Paul, GOELDNERGIANELL à Lydie Édition, 2005, Milieux littoraux. Nouvelle perspective d'étude. Chadena Céline, 2008, L'homme et l'oiseau sur les littoraux d'Europe. André Bossu Vincent, 2008, La nature et le balnéaire. Le littoral de l'Aude. Mariner Nick, 2009, Géoarchéologie des ports antiques du Liban. Remerciements. Cet ouvrage étant le fruit d'une recherche doctorale, mes premiers remerciements s'adressent tout particulièrement à mon directeur de recherche François Sabatier, maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille, pour le temps qu'il a su me consacrer, ses conseils scientifiques et amicaux. Un grand merci également à Mireille Provençal, à qui je dois mes premiers pas dans le monde de la recherche et de l'enseignement, et qui a su me conseiller tout au long de mon parcours de géographe. Je souhaite également remercier Raphaël Certain de l'Université de Perpignan qui s'est engagé sans retenue pour la campagne de mesure de sismique réflexion et pour son accueil au CEFREM. Un grand merci à Marcel Steve, Dirk Jan Walstra et Jaap van Thiel de Vries pour leur accueil à l'Université de Delft en Hollande et leur soutien passionné lors de la prise en main du modèle UNIBES-TTC. J'adresse aussi ma reconnaissance à Raymond Jehan pour m'avoir accueilli au CHOM, à Frédéric Ponce du CETE, à la DREAL Languedoc-Roussillon et au CETMEF pour l'accès à leur base de données qui constitue la base d'un bon nombre de résultats de cette thèse. Merci également à Hervé Regnault, Stéphane Costa et Édouard Anthony de m'avoir fait l'honneur d'être les rapporteurs de cette thèse. Merci à Geneviève Brunel-Laubrichon pour sa relecture éclairée. Je remercie les membres de l'UFR des sciences géographiques et de l'aménagement d'Aix-en-Provence, et ceux du laboratoire du CEREJ au sein desquels j'ai effectué mes recherches. Je tiens à remercier également l'ensemble des doctorants et stagiaires de ces laboratoires, qui m'ont accordé une partie de leur temps pour l'acquisition et le traitement des données. Enfin, un énorme merci à ma famille, parents, amis et à tous mes proches pour leur soutien tout au long de ce travail. Il me reste à remercier les membres du jury du prix Roland Pascoff, l'UECC France ainsi que la Fondation Procter & Gamble pour la protection du littoral, sans qui cet ouvrage n'aurait jamais vu le jour. Introduction générale. L'étude du comportement séculaire des littoraux prend un intérêt majeur avec la prise en compte de l'effet attendu du changement climatique pour la fin du XXIe siècle, IPCC 2007. En effet, les différents scénarios prévoient des forçages, montées de la mer et ou tempêtes, en augmentation, ce qui pose évidemment la question de la réponse morphologique du système littoral, surtout dans les zones urbanisées et à forts enjeux socio-économiques comme en Méditerranée française. Toutefois, la majorité des travaux scientifiques évoluent à des échelles spatio-temporelles différentes de notre étude, en axant leurs recherches à l'échelle plurimillénaire, pluriannuelle, saisonnière ou événementielle. L'échelle séculaire, qui permet, par la présence de données hydrographiques anciennes et précises, une analyse quantifiée de l'évolution de l'avant-côte, est proportionnellement moins investie, certainement du fait de l'important travail de numérisation des sondes que cela implique. En travaillant à cette échelle temporelle,
J'émets donc l'hypothèse que les données quantifiées permettent d'appréhender à la fois les forçages internes, réadaptation du profil de plage, résilience du système, et les forçages externes, montée de la mer, tempête, artificialisation du rivage, de l'évolution du prisme littoral. L'échelle séculaire des processus est d'autant plus importante qu'il n'existe finalement pas ou peu de lois fondamentales applicables en ingénierie qui reposent sur des vérifications en nature. Par exemple, le principe du profil d'équilibre supposé stable dans le temps Bruin, 1962, Dean, 1991, sur lequel reposent des modèles de comportement Roy et Al, 1994, Nideroda, 1995, Cowell, 1995, ou d'ingénierie, n'a été testé que sur peu de sites, Pilkey et Al, 1993. Par conséquent, il devient nécessaire, voire urgent de s'intéresser à l'évolution du prisme littoral à l'échelle séculaire, afin de proposer des diagnostics aux aménageurs compatibles avec les prévisions à long terme de l'évolution climatique pour fin 2100. Dans cet ouvrage, différentes approches spatiales et temporelles de l'évolution littorale ont été adoptées, en fonction des spécificités morphodynamiques des sites étudiés mais aussi de l'avancement des travaux antérieurs. Ainsi, une étude exhaustive a été menée sur les plages de poche qui ont été relativement peu étudiées du point de vue morphodynamique, alors que la dynamique des plages ouvertes du golfe du Lion, qui a fait l'objet de nombreuses études universitaires et d'ingénierie côtière, fait ici l'objet d'une nouvelle analyse développée dans ce travail dans la perspective de 4 objectifs. Le premier objectif de notre travail a été de définir l'évolution du trait de côte et de la bathymétrie sur le plus long terme possible, échelle de temps centennale, afin d'aboutir à une compréhension globale du fonctionnement morphosédimentaire des différents types de plages, ouvertes de lit d'eau, ouvertes de delta et de poche. On peut émettre l'hypothèse qu'une perspective de plus de 100 ans permet d'analyser l'impact de forçages non perceptibles à l'échelle de quelques décennies. Plus particulièrement, il devient possible de s'interroger sur les effets de la montée de la mer, première partie. Ainsi, sur le long terme, le traitement numérique de cartes anciennes a été utilisé pour quantifier les tendances d'évolution du trait de côte et de la bathymétrie sur les plages de poche et du golfe du Lion. Sur le moyen terme, échelle de temps décennale, le traitement numérique de photographies aériennes a été utilisé pour quantifier les tendances et les rythmes d'évolution et retranscrire la cinématique du trait de côte sur les plages de poche. Sur le court terme, échelle de temps saisonnière à pluriannuelle, un suivi topomorphologique a permis de quantifier les volumes sédimentaires perdus ou gagnés sur les plages de poche. Des profils sismiques ont permis de quantifier les stocks de sable des plages et d'aborder la question du contrôle structural dans le profil, et par ailleurs des mesures de courant ont précisé les conditions d'agitation des plages de poche. Le deuxième objectif a été de définir l'impact de la montée de la mer sur le trait de côte des plages de poche naturelles de Provence, à partir de la compréhension globale du fonctionnement morphosédimentaire des plages. Une prospective est faite pour 2100, révélant la vulnérabilité des plages de poche face à la montée de la mer. Le troisième objectif a été d'étudier l'évolution des profils de plages sur le long terme, pour les plages ouvertes du delta du Rhône et du Languedoc-Roussillon. Sur la base de travaux de mes prédécesseurs, en particulier celle de Sabatier, 2001, pour la Camargue et Durand, 1999, et certains, 2002, j'ai développé une nouvelle méthode d'analyse de l'évolution des profils sur le long terme. Cette méthode permet de définir des principes d'évolution de l'avant-côte, en fonction des types de formes étudiées. Le quatrième objectif a été de déterminer l'impact de différents types de tempêtes sur le littoral du Languedoc-Roussillon. Sur la base de profils de la DREALLR, j'ai évalué les conséquences sédimentaires des tempêtes, en comparant l'impact d'une série de tempêtes d'intensité moyenne mais nombreuses à l'impact d'une tempête exceptionnelle. Tout d'abord, l'influence potentielle des différents types de tempêtes est révélée par la comparaison de la tendance des taux d'érosion entre les levées annuelles en relation avec les conditions d'agitation. Ensuite, des simulations numériques sont réalisées avec un modèle numérique UNIBES-TTC, afin d'estimer les transits sédimentaires selon différents scénarios. Cette approche croisée de terrain et de modélisation éclaire l'influence des différents types de tempêtes, le rôle de la morphologie ante-tempête et l'importance de la séquence des événements sur l'évolution morphologique de la partie supérieure de l'avant-côte.
Partie 1. Les différents types de plages du littoral français de Méditerranée, l'élévation marine et les tempêtes. Chapitre 1. Les plages du golfe du Lion. Introduction. Le golfe du Lion est situé au nord de la Méditerranée, entre le cap Créus et Marseille. Il borde le Languedoc-Roussillon et englobe le delta du Rhône. Ce littoral a fait l'objet de nombreuses études, universitaires notamment, sur l'évolution du trait de côte et sur la dynamique sédimentaire des petits fonds, en Languedoc-Roussillon, Barusso et al. 1981, 1991, 1994 et 1996, Akuango, 1997, Durand, 1999, certains 2002, certains et al. 2004, 2005, Samat, 2007, Sabatier et al. 2004, Sabatier et al. 2009, en Camargue, Swanez, 1997, Swanez et al. 1998, Bruzzi, 1998, Sabatier, 2001, Swanez et Sabatier, 1999, Maillet, 2005, Samat, 2007, ainsi que sur le plateau continental, Monaco, 1971, Alloy, 1986, Tesson et al. 1990 et 2005, Jansou et al. 1993, Bernet et al. 2002, Jansou et Tesson, 2003. Le domaine interne des fonds du Golfe, figure 1, est caractérisé par une morphologie lisse entre les isobates 0 et 90 mètres en moyenne, où les isobates sont parallèles entre elles et espacées régulièrement. Cette morphologie, généralement d'allure sigmoïde de la côte vers le large, doit la forme de son profil à la diminution rapide, au-delà de 30 mètres de profondeur, de la capacité de prise en charge des particules par les vecteurs dynamiques du milieu microtidal méditerranéen. Ces conditions environnementales sont à l'origine de la forme en biseau des dépôts holocènes dont l'épaisseur s'annule globalement vers 90 mètres de profondeur. Alloy, 1973. Les reliefs les plus notables correspondent à des pointements rocheux ou à des sables cimentés, sable de plage ou beach rock, figure 2. Pour ces côtes sableuses microtidales, King et Williams, 1949, Short, 1991, la zone d'avant-plage est souvent marquée par la présence de barres d'avant-côte contrôlées par les conditions dynamiques actuelles, Tessier et al., 2003, certains 2002. Dans ce premier chapitre, je présente les connaissances sur le fonctionnement géomorphologique du golfe du Lion, en distinguant la partie occidentale, avec le Languedoc-Roussillon, entre Argelès et Port-Camargue, de la partie orientale du golfe, avec le littoral du delta du Rhône, entre Port-Camargue et l'embouchure du Grand Rhône, figure 2. Je caractérise successivement l'histoire géologique récente, puis les conditions de forçage, la morphologie littorale et enfin le fonctionnement général de ces deux sections de littoral. 1. Le Languedoc-Roussillon. 1.1. Situation géographique et cadre géomorphologique. Le Languedoc-Roussillon est une unité déployant environ 200 km de linéaire côtier, qui constitue une vaste ouverture des côtes françaises sur la Méditerranée, figure 1. Son linéaire côtier est constitué d'une succession de cordons littoraux légèrement concaves, entrecoupés par des caps rocheux, Cap Leucate, Cap d'Agde, Mont Saint-Clair à 7, qui constituent les points d'ancrage des cordons sableux du littoral actuel. Ces cordons littoraux, sous l'effet de la dérive littorale, ont isolé de nombreux étangs et lagunes. Ils représentent les unités géomorphologiques principales du littoral du Languedoc-Roussillon, Durand, 1999, certains 2002. D'Argelès à Leucate, la côte du Roussillon est une longue bande sableuse quasi rectiligne et d'orientation méridienne qui s'étire sur 42 km de long. Elle borde les étangs de Canet et de Leucate-Sals. Elle comporte les embouchures des fleuves côtiers du Tech, de la Thé et de la Glie. Entre les deux promontoires rocheux du cap Leucate et du cap d'Agde, le littoral décrit une large courbe régulière qui peut être subdivisée en deux sous-ensembles séparés par le massif calcaire de la Clappe. Du cap Leucate à la montagne de la Clappe, roc de la Batterie à Saint-Pierre-sur-Mer, le littoral est constitué d'un long cordon linéaire de 28 km qui borde une série d'étangs, La Palme, Sigean, Hérol, Gruissant, Grazelle et Mateille qui occupent les rentrants de l'ancien golfe de Narbonne tel qu'il se présentait au début de l'Antiquité. Depuis, la formation du lit d'eau s'est achevée et les apports de l'eau ont partiellement comblé les étangs Ambert, 1987. Aujourd'hui, ce secteur ne reçoit plus d'apport fluviatile direct, l'embouchure de l'Aude étant située plus au nord.
De Saint-Pierre-sur-Mer au Cap d'Agde, le littoral présente un linéaire côtier de 30 km qui n'isole que le petit étang de Pissevache, au sud de l'embouchure de l'Aude. Les autres zones autrefois humides, étangs de Vendre au nord de l'embouchure de l'Aude, les embouchures de l'Orbe et de l'Hérault, ont été progressivement comblées par les apports fluviatiles ou artificiellement asséchés. Le Cap d'Agde, sur lequel ce cordon prend appui à l'est, correspond à l'extrémité continentale d'une coulée de lave, basalte plio-quaternaire qui se matérialise, à partir de l'embouchure de l'Hérault, par de petits pointements rocheux, Notre-Dame, Rochelongue et par l'île de Brescou. Du Cap d'Agde à Sète, le lit d'eau étroit qui barre l'étang de Thau s'étire sur 18 km de long. Il s'enracine au sud-ouest sur les petites falaises basaltiques qui constituent la côte, sur 1 km environ, entre le cap et la plage du Maule et au nord-est sur le promontoire rocheux du Mont Saint-Clair. De Sète à la pointe de l'Espiguette, un cordon assez étroit sépare la mer d'un chapelet d'étangs presque jointif. Il est constitué essentiellement de sable avec quelques graviers et galets, comme au droit de Frontignan et entre Maguelone et Palavas. Figure 1. Carte de localisation. 1.2. Cadre sédimentologique. 1.2.1 Construction géologique du littoral du Languedoc-Roussillon. La ligne de rivage actuelle du Languedoc-Roussillon correspond à la régularisation de cordons littoraux holocènes mise en place à partir de 5500 ans BP, à Loy, 1986, lorsque la mer atteint son niveau proche de l'actuel. Jusqu'à il y a quelques siècles, le littoral du Languedoc-Roussillon présentait de grandes baies ouvertes sur la mer. L'érosion des plages et la redistribution longitudinale des apports fluviatiles par les dérives littorales a permis d'isoler ces baies de la mer. De grandes flèches sédimentaires accrochées aux pointements rocheux ou formées à partir des prodeltas ont bloqué partiellement l'accès aux baies, puis enfermé des lagunes, Barusso et Halle, 1996, Akuango, 1997, Sabatier et Halle, 2009. Celles-ci conservent des communications partielles et temporaires avec la Méditerranée, appelées GROT. Ces fermetures et l'édification de ces cordons ne se sont pas effectuées de manière synchrone. Ce sont les zones les plus proches des sources d'apport qui se sont régularisées en premier, du Roussillon jusqu'au Cap Leucate et du delta du Rhône vers le Narbonnais. Les cordons y sont aujourd'hui larges et massifs. La zone de convergence des dérives littorales dans le Narbonnais a subi les fermetures les plus tardives, Akuango, 1997, Durand, 1999. On peut voir encore aujourd'hui cette signature avec des cordons étroits de sable fin. Certain 2002 a analysé des données sismiques entre -2 et -20 mètres de profondeur pour évaluer le disponible sédimentaire de l'avant-côte entre Argelès et Frontignan, qui révèle la faible épaisseur du prisme sédimentaire meuble et l'importance du contrôle structural dans l'évolution actuelle des profils, certains 2002-2005. Enfin, plus au large, la circulation générale contraint la dispersion du matériel particulaire vers le sud-ouest du plateau continental, Millau, 1999, Monaco et Halle, 1990-1999, La Pouillade et Durieux de Madron, 2001. 1.2.2 Organisation sédimentaire générale. D'après Aloisy et Monaco, 1977, les dépôts de surface que l'on rencontre actuellement sur le plateau continental du Golfe, figure 2, proviennent des sables du large en rebord de plateau correspondant à un bas niveau de la mer vers 18 000 ans BP, des grands systèmes deltaïques et prodeltaïques mis en place à partir de 5500 ans BP lorsque la mer a atteint son niveau actuel. Les parties proximales se traduisent localement par de grands dépôts-centres silto-vaseux sur le plateau interne dont l'épaisseur est symbolisée en tireté sur la figure 7. Les parties distales de ces prismes sont formées par les vases circalittorales, étalés entre 30 et 85 mètres de profondeur. Les sources d'apport secondaires ont joué un rôle important pouvant déposer plus de 30 mètres d'épaisseur de sédiments au droit des embouchures de l'Aude et de l'Orbe par exemple. Figure 2. Carte des granulométries, des dépôts superficiels post-18 000 BP et isobat, entièreté, d'après Aloy et Monaco, 1977. 1.2.3 Sédimentologie côtière. La distribution du prisme sédimentaire accent aigu pays continental, Aloisy et Halle, 1977, comme la dynamique des sables jusqu'au fond de l'ordre de 30 mètres, Jago et Barusso et Halle, 1981,
démontrent largement que la répartition des matériaux non cohésifs s'étend vers le large au-delà du glacis d'avant-côte. Ce mécanisme implique un transfert vers le large qu'évoquent également les travaux de Durand, 1999, et Sabatier, 2001. Ces derniers constatent en effet un déficit de sable dans les bilans sédimentaires établis entre les apports et les stockages du littoral. Dans la zone de déferlement, la granulométrie des particules sableuses du golfe du Lion est relativement liée au sens des dérives littorales dominantes. En règle générale, les sédiments les plus grossiers se situent au départ des zones de dérive, à proximité des embouchures, aux alentours des zones rocheuses et s'affinent vers les zones de dépôt. Ainsi, dans la partie sud du golfe du Lion orienté NS, d'Argelès jusque dans le Narbonnais, la granulométrie des sédiments décroît globalement du sud vers le nord. L'Argelès à Leucate, la taille du grain médian décroît de 1,6 mm à 0,55 mm avec des accidents granulométriques au niveau des embouchures des fleuves côtiers, Tech 1,8 mm, Tay 1,18 mm, Agly 1 mm, où le matériel est plus grossier, certains 2002. De Frontignan à Narbonne, le sens de la différenciation s'inverse. Au niveau de l'embouchure de l'Aude, le sable est assez grossier, 0,3 mm, de l'embouchure de l'Orbe au Cap d'Agde, le sable est fin, de diamètre compris entre 0,1 et 0,2 mm avec quelques affleurements rocheux. Du Cap d'Agde à Sète, cette zone est constituée de sable fin d'un diamètre moyen compris entre 0,2 et 0,4 mm. De Frontignan à Palavas-les-Flots, la plage est constituée d'un cordon littoral de galets et de sable mélangé. Du port de Palavas au port de Carnon, il s'agit d'un cordon littoral de sable fin, diamètre moyen compris entre 0,2 et 0,4 mm, séparant les étangs littoraux de la mer. Enfin, du port de Carnon à Port-Camargue, l'Espiguette, la zone est caractérisée par la présence de sable très fin, de diamètre moyen compris entre 0,1 et 0,2 mm qui annonce les sédiments du delta du Rhône. 1.2.4 Les fleuves côtiers et leurs apports solides. Le linéaire côtier du Languedoc-Roussillon, de Cap Créous à Port-Camargue, est alimenté par 6 fleuves principaux, figure 2. Du sud vers le nord, on trouve dans le Languedoc-Roussillon, le Tech, la Tay et l'Agly pour le Roussillon qui alimentent la côte comprise entre Argelès et Cap-Leucate. Dans la partie centrale, les apports de l'Aude, de l'Orbe et de l'Hérault sont répartis entre le Cap-Leucate et le Cap d'Agde. Quelques valeurs de débit solide des fleuves ont été proposées, avec entre 80 000 et 100 000 m3 pour l'Aude et l'Orbe, DDAF des Pyrénées-Orientales, 1990 et BCEOM, Koulinski, 1998. De petits cours d'eau, Bayory, Lèze, Vidourle, Libron, aux dimensions plus modestes, jouent un rôle limité dans le volume de sédiments déposés à la mer. Enfin, au nord d'Agde jusqu'à Port-Camargue, il n'y a pas de fleuve et ce sont les dépôts du Rhône qui dominent jusqu'à la flèche de la Gracieuse, à l'extrémité est de la Camargue. L'étude de la répartition du matériel sédimentaire, menée par Aloisy et Charlet, 1975, ainsi que les travaux de Rivière et Vernet 1966, ceux de Monaco 1971 et du Laboratoire Central Hydraulique de France, LCHF 1984 dans le catalogue sédimentologique des côtes de France, permettent de déterminer la zone d'influence des différents fleuves. Les fleuves du Roussillon alimentent la côte comprise entre le littoral des Alberts au sud et le secteur du Narbonnais au nord. Les apports sédimentaires des fleuves du Languedoc, Aude, Orbe et Hérault, sont répartis entre le Cap Leucate et le Cap d'Agde dans le sens général de la dérive vers le sud-ouest, Ambert 1987. Au nord-ouest de l'embouchure de l'Hérault, à Agde, ce sont les dépôts fossiles du Rhône qui dominent. Il est cependant vraisemblable que le matériel rhodanien situé au niveau du lit d'eau de Sète soit hérité de périodes antérieures. En effet, le transit résultant actuel est dirigé vers l'est entre Frontignan, situé à quelques kilomètres à l'est de Sète, et la pointe de l'Espiguette, ce qui n'autorise pas une alimentation actuelle par le Rhône. Au voisinage des embouchures, la morphologie de la plage et des apports sédimentaires déposés résulte souvent d'événements brutaux et exceptionnels. Comme en 1940, lors d'une crue catastrophique, Pardé 1941 qui s'est produite dans le Roussillon. Le débit solide des 3 fleuves a créé de véritables deltas au niveau de leurs embouchures. Plusieurs millions de tonnes de matériaux auraient ainsi été amenés en mer en quelques heures.
Les fleuves du Languedoc semblent quant à eux affectés depuis plusieurs années par une diminution de leur charge de fond, qui se traduit par une incision plus ou moins prononcée de leur lit, un tel phénomène étant la réponse à un déficit de charge solide par rapport à la capacité de transport des cours d'eau, Bravard, 1989. Les sédiments atteignant la mer sont en général des sables et des vases, car les éléments les plus grossiers se sont déposés le plus souvent auparavant. Ces matériaux se déposent d'autant plus loin du rivage qu'ils sont plus fins. Toutefois, des études ont mis en évidence une flocculation de certaines vases à leur arrivée en mer avec formation de dépôts prodeltaïques. Ceci serait particulièrement net en face de l'embouchure de l'Aude où une concentration atteignant 50% en pélite, des plus petits que 40 mu, a été trouvée dans une zone située entre 10 et 20 mètres de profondeur, alors qu'une telle concentration se trouve ailleurs par 35 mètres de fond. L'hydraulique fluviale du Languedoc-Roussillon se caractérise donc par deux ensembles de cours d'eau au fonctionnement différent. Les fleuves du Roussillon ont un régime plus contrasté, marqué par un écoulement varié et de fortes crues amenant par la même occasion une grande quantité de sédiments. Ceux du Languedoc, par contre, ont vu leur rôle de pourvoyeur des côtes en matériel solide considérablement réduit au cours du XXe siècle sous l'effet des actions anthropiques. La diminution des apports fluviatiles a dû être particulièrement prononcée à partir des années 1960 à 1970, avec la multiplication des extractions dans les lits fluviaux, liée au développement touristique du Languedoc et à l'implantation de barrages hydroélectriques, Durand, 1999 et CETE, 2002. 1.3. Morphologie des plages ouvertes du Languedoc-Roussillon. Les recherches menées par Barusso, 1981, 1991 et 1994, Durand, 1999, et certains, 2002, permettent de classer la morphologie du littoral du Languedoc-Roussillon et de ses barres d'avant-côte en 4 grands types de systèmes littoraux. Ainsi, du sud au nord on distingue les types roussillonnais, narbonnais, Saint-Pierre-sur-Mer Agde et Sétois. Le type roussillonnais, d'Argelès au cap de Leucate, figure 2, est une longue bande sableuse quasi rectiligne et d'orientation méridienne qui s'étire sur 42 km de long. Elle borde les étangs de Canet et de Leucate-Sals. Cette unité est composée de sable d'une granulométrie grossière et la taille du grain médian au niveau du rivage décroît du sud vers le nord de 1,6 mm à 0,55 mm, avec des accidents granulométriques au niveau des embouchures des fleuves côtiers, Tech 1,8 mm, T 1,18 mm, Agly 1 mm, certains 2002. Elle comporte les embouchures de fleuves côtiers dont les 3 principaux sont le Tech, la T et l'Agly. La largeur de la plage émergée est importante, jusqu'à 200 mètres, sauf dans quelques endroits localisés, nord de Saint-Cyprien, de Port-Barcarès, de Port-Leucate et à Sainte-Marie, où les plages sont étroites et équipées d'épis et de brise-lames. Le profil de plage est le plus souvent descendant vers la basse plage. La plage sous-marine comporte 2 barres d'avant-côte à morphologie festonnée, certains, 2005. La pente moyenne de la plage émergée est supérieure aux autres secteurs. Elle varie de 1,2% à 2,6%. On mesure à la hauteur des embouchures du Tech, de la T et de l'Agly, un léger adoucissement des pentes sous-marines qui correspond au prodelta sous-marin formé devant les embouchures et alimenté lors des crues. La morphologie des profils est concave dans le sud de la zone, Argelès, et rectiligne dans le reste de la zone. Le type narbonnais, entre le promontoire rocheux du cap Leucate à Saint-Pierre-sur-Mer, figure 2, est constitué d'un long cordon linéaire de 28 km qui borde une série d'étangs. Ce système sableux présente une morphologie fort différente des 3 autres types. Les sables sont plus fins, le D50 varie entre 0,18 et 0,34 mm, et donc sensible à la déflation éolienne. Or cette dernière est favorisée par un vent de terre dominant, tramontane qui souffle perpendiculairement au rivage. Il en résulte une morphologie marquée par une plage émergée très vaste, 250 à 400 mètres de large et basse, maximum 1 mètre NGF, avec une dépression, bâche, sur sa partie supérieure. Cette morphologie, comparable à celle de Camargue, rend les submersions de la plage fréquentes, durant 1999. L'intensité et l'orientation des vents dominants en fin d'hiver et au début de printemps sont ici susceptibles de mobiliser une partie du stock sableux apporté sur la plage lors des tempêtes.
Une ou plusieurs lignes continues de dunes en barkhane peuvent se former et transitent progressivement vers le domaine immergé, Durand, 1999. La plage sous-marine en pente moyenne faible de l'ordre de 0,75% présente un système de barres linéaires, barres externes et festonnées, barres internes, avec un caractère à dissipation bien marqué par Russo et al. 1981. Le type Saint-Pierre à Agde s'étend sur un linéaire côtier de 30 km environ, de l'embouchure de l'Orbe au cap d'Agde, figure 2, où l'on observe quelques affleurements rocheux. Le sable est fin, de diamètre moyen compris entre 0,1 et 0,2 mm. Au niveau de l'embouchure de l'Aude, le sable est assez grossier, 0,3 mm. Le système d'une plage peut dépasser 150 mètres de large, mais sur plusieurs sites, Valras, Vias, Agde, sa largeur est réduite à moins de 50 mètres ou peut même être inexistante du fait d'ouvrages en enrochement en haut de plage. Les plages étroites ont un profil descendant de la haute plage vers la basse plage, avec une transition peu marquée entre ces deux unités. En revanche, pour les plages plus larges, la forme du profil est concave, c'est-à-dire avec un léger surcreusement de la plage de manière identique aux plages du type Narbonnais. La plage sous-marine comporte généralement 3 barres d'avant-côte, la barre interne ayant une morphologie festonnée, alors que la barre externe est rectiligne. La barre en position intermédiaire est tantôt festonnée, tantôt rectiligne. De l'embouchure de l'Aude à Vias, la pente moyenne de la plage sous-marine est de 1% et de Vias au cap d'Agde, la pente est plus douce avec 0,75%. Le type Sétois s'étend du cap d'Agde à la pointe de l'Espiguette, figure 2. Le lit d'eau étroit d'environ 1,5 km qui barre l'étang de Thau s'étire sur 18 km de long. Il s'enracine au sud-ouest sur les petites falaises basaltiques qui constituent la côte du cap d'Agde, sur 1 km environ, et au nord-est sur le promontoire rocheux du mont Saint-Clair à 7. De 7 à la pointe de l'Espiguette, un cordon étroit, d'une centaine de mètres à 1 km de large environ, sépare la mer d'un chapelet d'étangs presque jointifs. La morphologie de ce système sableux est assez proche de celle du secteur Saint-Pierre-Agde, avec une dune généralement peu développée ou inexistante, la plage émergée relativement étroite, d'une cinquantaine de mètres et sans dépression et dont la granulométrie est assez fine, des 50 variant de 0,2 à 0,5 mm. Des galets sont présents au niveau de Frontignan et du lit d'eau de Maglone, en relation avec des beach rocks affleurant entre -4 et -12 mètres de profondeur, Barusso et al. 1996, Tessier et al. 2000. La plage sous-marine a une pente moyenne plus forte que dans le secteur précédent, et elle comporte seulement 2 barres rectilignes. Dans le nord du secteur, de Palavas à l'Espiguette, les plages sont plus étroites, au maximum 50 mètres, présentent un profil quasiment rectiligne descendant de la haute plage vers la basse plage et sont composées de sable fin, 0,1 à 0,2 mm. En somme, les plages du Languedoc-Roussillon ont des caractéristiques diverses. Elles peuvent être dissipatives, Narbonnais, intermédiaires, 7, Leucate ou réflectives, du Racou à Argelès, certains 2002. La figure 3 présente les différents systèmes de barres du Languedoc-Roussillon en fonction de leur localisation. Cette présentation s'inspire de l'étude effectuée à partir de photos aériennes par Barusso et Saint-Guilly, 1981. 1.4. Hydrodynamique et transport sédimentaire côtier. 1.4.1 Houle et marégraphie. On distingue au niveau du rivage une houle d'est à sud-est issue du marin, et une houle nord-est à nord-est issue de la réfraction des lignes de crête de la Tramontane et du Mistral. Les houles engendrées par les vents marins peuvent varier dans une gamme allant d'est à sud, mais les plus fréquentes sont celles du sud-est. La hauteur des vagues augmente lorsqu'on se dirige vers le nord du golfe, phénomène que l'on pourrait attribuer à l'effet d'ombre du cap rocheux de Créous, Durand, 1999. Elles atteignent aussi des hauteurs importantes lors de coups de mer épisodiques. Dans ce cas, leur hauteur significative annuelle se situe autour de 3 mètres avec des maxima centennaux voisins de 7 mètres. Les houles de nord-est et de sud-ouest issues de la Tramontane, respectivement pour le sud et le nord du bassin, proviennent de la réfraction des trains d'ondes. Leur influence est plus forte dans le sud du bassin. Elles sont par contre peu efficaces en termes de transport sédimentaire marin. La Tramontane joue en revanche un rôle très important dans le transport éolien sur la plage et le cordon dunaire. La grande majorité des houles enregistrées ont des hauteurs très faibles,
35% entre 0,5 et 2,25 mètres et 80% des vagues inférieures à 1 mètre. Dans la zone étudiée, le régime marégraphique est de type microtidal semi-diurne avec souvent une inégalité diurne. Le marnage est faible, 30 cm environ, ce qui confère aux houles un rôle essentiel dans la dynamique littorale. Les plages du golfe du Lion correspondent donc à un type d'environnement dominé par les vagues. 1.5. Transit littoraux et organisation cellulaire. Le régime des houles expliqué précédemment couplé aux variations spatiales et temporelles du disponible sédimentaire permettent de définir des cellules qui expliquent localement le fonctionnement du littoral. Les travaux antérieurs de Durand 1999, CETE 2002, Sabatier et al. 2004 ont mis en évidence l'existence de 6 cellules, figure 3, dont le transit a pu être localement estimé, LNH 1984, Sogrea 1984, Durand 1999. La cellule d'Argelès à l'embouchure du Tech est alimentée par les apports du Tech, avec des transferts résultant du nord vers le sud. La cellule de l'embouchure du Tech au gros de la Vieille Nouvelle est alimentée par les apports des 3 fleuves du Roussillon, Tech, Théagli, dans le cas d'un transit résultant du sud vers le nord, estimé entre 10 000 et 40 000 mètres cubes. La frontière supérieure de cette cellule est fluctuante et perméable. La divergence des deux dérives, SN et NS, au niveau de l'embouchure du Tech peut en effet légèrement se déplacer au gré de l'importance relative des houles de Tramontane et de SE. De la Vieille Nouvelle à l'embouchure de l'Hérault, elle est alimentée par les apports des fleuves du Languedoc, Aude, Orbe, dans le cadre d'un transit résultant vers le SW estimé entre 10 000 et 40 000 mètres cubes. La limite de cette cellule, avec celle inférieure, correspond à la convergence des dérives entre le Languedoc et le Roussillon. Cette limite est aussi fluctuante, perméable et se déplace de part et d'autre du Gros d'Agde en fonction de l'importance relative des deux dérives littorales, Durand 1999. De l'embouchure de l'Hérault au Cap d'Agde, cette cellule a été distinguée de la cellule précédente car elle ne bénéficie pas d'une alimentation significative des fleuves languedociens. En effet, d'après Aloisy et Charlet 1975, les sables de cette partie du littoral ne proviennent pas des fleuves du Languedoc et surtout de l'Hérault pourtant tout proche, mais du Rhône. On ne peut toutefois exclure une éventuelle redistribution vers l'est des apports de ce fleuve sous l'influence des houles locales de SW, Durand 1999. La frontière avec la cellule sous-jacente n'est donc pas imperméable même si les jetées qui calibrent l'embouchure de l'Hérault doivent intercepter une bonne partie des faibles transferts résultants. Du Cap d'Agde à 7, cette cellule se différencie des autres par une nette prépondérance des transferts transversaux sur le transport longitudinal, caractérisée par une dérive dominante SW estimée entre 10 000 et 100 000 mètres cubes. Sa limite au sud est fixe mais perméable. De Frontignan à l'Espiguette, le transfert sédimentaire résultant est orienté vers l'est. Il est estimé entre 10 000 et 100 000 mètres cubes et prive le littoral languedocien d'une partie des apports rhodaniens potentiels, certains 2002. La frontière avec la cellule plus au sud est fixe et imperméable du fait des aménagements portuaires et du massif rocheux de Sète. Les épis mis en place sur cette zone, Frontignan, Palavas, Carnon, n'ont pas contribué à enrayer le phénomène d'érosion, Samat 2007. Figure 3. Carte synthétique des cellules littorales et du transit sédimentaire, d'après Masson et al. 2002, certains 2002, Sabatier et al. 2004. 1.6. Evolution séculaire de l'avant des plages du Languedoc-Roussillon. À l'échelle séculaire, Pinault 1963 a proposé des valeurs d'avancée et de recul du rivage de 1857 à 1957 entre Argelès et Sète, montrant une tendance moyenne à l'accrétion, avec la fermeture des lagunes et un colmatage d'une partie d'entre elles par les apports fluviaux, en particulier dans le secteur central, entre le Cat, plus 500 mètres, et l'embouchure de L', Aude, plus 100 mètres, et une forte érosion au niveau de l'embouchure de l'Hérault, moins 300 mètres en moyenne et du Lido de Sète, moins 60 mètres en moyenne. Cependant, les chiffres avancés sont sans doute approximatifs, compte tenu du fait qu'ils reposent sur l'utilisation de cartes d'état-major, pour lesquelles les erreurs atteignent fréquemment 100 à 150 mètres en terrain peu accidenté. Alinal, 1896. Mes propres recherches ont montré que ces documents ne sont pas suffisamment précis,
et je développe dans la seconde partie une analyse plus précise de l'évolution du trait de côte à long terme, sur la base de minutes anciennes datant de 1895. À moyen terme échelle mi-séculaire, de nombreuses études privées SOGREA, BCEOM, publiques, CETE et IPSEAU 1997, Agence de l'eau 2001 CEPREL 1995 ou universitaire, Akuango 1997, Durand 1999, certains 2002, Samat 2007 ont porté sur L'. Évolution du trait de côte et des fonds en Languedoc-Roussillon. Ainsi, Durand 1999 a proposé un bilan sédimentaire de la zone à l'échelle mi-séculaire 1935 à 1997, qui fait apparaître une nette opposition entre la partie méridionale où les rivages du Roussillonnais sont relativement stables et ceux du Narbonnais qui connaissent une forte accrétion, tandis que la partie septentrionale du Languedoc-Roussillon subit une forte érosion. Ainsi, dans le Narbonnais, entre Cap-le-Cat et Saint-Pierre-sur-Mer, les seules érosions se rencontrent localement à la hauteur de la zone urbanisée de Port-la-Nouvelle, -8 mètres an, en aval des rives de cette localité et de Narbonne-Plage, ainsi que sur la plage de Gruissant, -0,5 mètres an. Le faible degré d'anthropisation du rivage et les apports fluviaux auraient limité le recul du rivage dans ce secteur, Durand, 1999. Ensuite, le littoral de Saint-Pierre-sur-Mer au Cap d'Agde connaît un recul contrasté de la ligne de rivage, évalué entre -1 et -5 mètres an. Au sud, la stabilité et l'accrétion l'emportent, tandis qu'au nord le recul est très largement prédominant comme à Vias. Plus au nord, le lido de Sète entre le mont Saint-Clair et le Cap d'Agde est en recul de 28 mètres en moyenne de 1954 à 1990, CEPREL 1995. Enfin, pour le littoral de Sète au Grau-du-Roi, le recul est prédominant, 68% du linéaire côtier, mais de faible ampleur, entre -1 et -5 mètres an, Samat 2007. Les résultats du bilan de l'évolution du trait de côte de 1944 à 1999, Agence de l'eau, 2001, confirment l'opposition entre la zone centrale du Cap-le-Cat au Cap d'Agde où l'érosion, réduite dans le temps et dans l'espace, est beaucoup plus faible que l'accrétion, à la différence des zones latérales au nord et au sud, où l'érosion domine sur l'accrétion. 1.7. Rôle des tempêtes dans l'évolution du littoral. Enfin, à l'échelle événementielle, Durand 1999, certains, 2002 et certains et al. 2005, se sont basés sur une approche analytique pour identifier les processus responsables des mouvements sédimentaires de l'avant-côte du lido de Sète. Ainsi, certains et al. 2005 ont démontré que la mobilité du profil est contrôlée par les événements supérieurs à 4 mètres, qu'il existe des cycles d'évolution du profil, non et op, dont les mouvements s'inscrivent dans un comportement pluriannuel. Ainsi, comme Weinberg, 1995, et Ruesink et Kron, 1994, il souligne la nécessité d'analyser plus profondément le rôle de la morphologie héritée dans les processus de migration et de dégénérescence de la barre externe. Il est donc légitime de s'interroger sur la relation entre l'évolution annuelle de profils bathymétriques par rapport au profil encadrant les tempêtes. À partir de données de terrain et de modélisation numérique, je me propose d'évaluer l'impact des tempêtes sur le secteur d'Argelès à Port-Camargue, en comparant l'impact d'une série de tempêtes d'intensité moyenne mais nombreuses durant l'hiver 1995 à 1996, à l'impact de la tempête exceptionnelle de décembre 1997 isolée dans un hiver plutôt calme. 2. Le delta du Rhône. 2.1. Construction géologique et couverture sédimentaire de l'avant-côte. Alors qu'aujourd'hui le Rhône actuel est divisé en deux embouchures, Grand Rhône et Petit Rhône, le fleuve et ses embouchures se sont déplacés durant la construction holocène du delta. L'avancée de la ligne de rivage est connectée avec la progradation de l'embouchure, les apports sédimentaires fluviaux et le niveau marin, Lomer et al. 1981, Arnaud Fasta, 1998, Vella et Provençal 2000, Vella et al. 2005. Le déplacement successif des embouchures a donné des lobes prodeltaïques hérités, comme au niveau de Roustan et d'Orgon, figure 4. Ces lobes sont composés de sable grossier jusqu'à -10 mètres de profondeur, Blanc, 1977,
alors que le reste de l'avant-côte est composé de sable moyen à fin. Les siltes sont dominantes à des profondeurs supérieures à moins 20 mètres, excepté dans le golfe de Bauduc où elles sont observées moins profondément, moins 10 mètres environ, car ce secteur correspond à une zone abritée où le matériel fin peut se déposer. Blanc 1977. Le plateau continental est composé de vases, excepté pour certains secteurs où l'on trouve des sables consolidés vers moins 80 mètres environ de profondeur, Aloisy et Al, 1977. L'analyse à long terme de la morphologie du delta devrait permettre de distinguer l'influence de la structure sédimentaire interne sur l'évolution de l'avant-côte. La ligne de rivage actuelle s'est mise en place depuis le début du XVIIIe siècle. À la suite d'une importante crue en 1711, le chenal du bras de fer s'est déplacé vers l'est pour créer l'actuelle embouchure, figure 4. Depuis 1711, alors que le chenal du Grand Rhône reste identique, le nombre et la localisation des embouchures ont été modifiés par des travaux d'aménagement. Sabatier et Soanez, 2003. Depuis 1892, le Grand Rhône dépose donc ses sédiments au niveau de la même embouchure. Figure 4. Déplacement des embouchures, d'après Vella, 2005, et nature des fonds, d'après Blanc, 1977 et Sabatier, 2006. 2.2. Situation géographique et cadre géomorphologique. Par son dessin lobé, le littoral du delta du Rhône appartient à la catégorie des deltas dominés par la houle. Galloway, 1975. Les plages de sable, D50 d'environ 0,2 mm, sont bordées par un cordon dunaire discontinu et relativement bas qui jouxte des étangs salés et des lagunes. Photographie 1. La partie submergée de l'avant-côte présente un profil à barre d'avant-côte, entre 2 à 6, qui correspond au type longshore bar-through ou dissipatif selon la classification de Wright et Short 1984, Sabatier 2001. Longitudinalement, le secteur du golfe de Bauduc est le plus dissipatif, avec un maximum situé en aval des rives de la pointe. L'extrémité de la flèche de l'Espiguette représente un état intermédiaire et du Grand Rhône au Gros de la Dent, puis du pont de Rousty au Rhône vif. Les plages sont moins dissipatives, avec de fortes irrégularités en Petite Camargue. Cette image révèle l'organisation sectorielle de la morphodynamique côtière et permet de distinguer 3 types de morphologie de l'avant-côte du delta. On distingue tout d'abord dans les zones en accrétion, des plages larges, 150 à 500 mètres, en pente faible, avec un cordon dunaire généralement bien développé, 3 à 5 mètres. Ces plages sont généralement caractérisées en été, par la présence d'une dépression de haut et milieu de plage, bâche, et d'un bourrelet de bas de plage bien développé. En hiver, elles adoptent un profil plus régulier résultant d'une redistribution du bourrelet et d'une accumulation sédimentaire en haut de plage. Leur partie immergée est concave, marquée par une cassure de pente à 10 mètres de profondeur, avec une partie haute du profil en pente forte 2% et rectiligne, depuis le rivage jusqu'à la cassure et une partie basse du profil avec une pente plus douce, 0,1%, légèrement concave, depuis la cassure vers le large, Sabatier 2001. Cette morphologie correspond au secteur en accumulation à long terme, au niveau de la flèche de l'Espiguette, de la flèche et du golfe de Bauduc, Sabatier 2001, photographie 1. Ensuite, on distingue des plages étroites et constituées de sable très fin, qui représentent la majorité du delta du Rhône et qui sont particulièrement sensibles aux dynamiques marines. Ces profils correspondent aux plages des portions rectilignes du littoral, qui sont en érosion à long terme, Sabatier 2001, dans les secteurs des salins d'Aigues-Mortes, Petite Camargue, des Saintes-Maries-de-la-Mer, plage Est et des salins de Giraud, littoral de Faraman, photographie 1, vue 2. Les profils bathymétriques de ces plages sont rectilignes, à l'exception de la barre d'avant-côte et ont une pente moyenne de 1%, Sabatier 2001. Enfin, entre les secteurs rectilignes en érosion et des secteurs en courbe en accrétion, c'est-à-dire à l'est des pointes de Bauduc et de l'Espiguette et à l'ouest de la Petite Camargue et de Faraman, on distingue des profils de forme concave en partie haute du profil, entre 0 et 10 mètres de profondeur, pente moyenne de 0,5%, et convexe en partie basse de profil, entre 10 et 30 mètres de profondeur, pente moyenne de 1,5%, Sabatier 2001. Localement, ces profils peuvent reposer sur des lobes hérités,
comme au niveau du gros de la dent sur le lobe du bras de fer, dont le démantèlement nourrit depuis le XVIIIe siècle la flèche de Bauduc, Blanc, 1977, Soanes et Bruzzi, 1999, Sabatier et al., 2006-2009. Photographie 1. Vues aériennes de la Petite Camargue et de la pointe de l'Espiguette, DREALLR. 2.3. Le Rhône et ses apports solides. Les apports du Rhône représentent actuellement 80% des apports sédimentaires du golfe du Lion. Les bassins versants pyrénéo-languedociens, beaucoup plus réduits en taille, complétant les apports, Ibanez et al., 1997. Actuellement, 10 à 15% du débit du Rhône sont écoulés à la mer par le Petit Rhône et 85 à 90% par le Grand Rhône, Ibanez et al., 1997. Le débit annuel moyen, enregistrement de 1960 à 1996 mesuré au sommet du delta à Beaucaire, est de 1710 m3 par seconde sans tendance significative durant le XXe siècle, Antonelli et al., 2004, mais la fréquence des crues a diminué depuis le début du XIXe siècle, Pichard, 1995, essentiellement en relation avec la fin du Petit Âge glaciaire. Simultanément, le changement d'occupation du sol et la reforestation ont réduit la charge solide, Bravard, 1989. Pour le début, le milieu et la fin du XXe siècle, le transport en suspension est estimé à 30 mt environ sur L, 1847. 13 mt en Saugréa, 1999, et entre 7,4 et 9,6 mt en Antonelli et al., 2002, Pont et al., 2002 respectivement. Cette tendance a été accélérée depuis les années 1950 par la construction de barrages et par le fait de dragage, IRS, 2000, Pont et al., 2002. Durant les périodes de crue, une majorité des sédiments sont fins et sont déposés sur le plateau continental sans alimenter les plages adjacentes, Sabatier et al., 2006-2009. Les sables les plus grossiers sont déposés sur le delta prodeltaïque entre 0 et moins 10 mètres de profondeur, Blanc, 1977, Maillet, 2005, et seule une faible partie est redistribuée longitudinalement au littoral au-delà de l'embouchure, Sabatier et al., 2006-2009. L'importance des apports en sédiments ainsi que les débits des fleuves est conditionnée par le climat et par l'occupation des sols par l'homme du bassin versant, en particulier à partir du néolithique, début des défrichements et de la mise en culture. Les variations de ces apports ont induit à plusieurs reprises soit des avancées rapides, soit le déplacement et ou la multiplication des embouchures, soit la stabilisation, soit le recul du trait de côte, Sabatier 2001. Mernet et al., 2002, Vela et al., 2005. Dans ces fluctuations à long terme, le XXe siècle occupe une position particulière. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.